Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement du HFT, le High Frequency Trading. Alors, pour rappel, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le High Frequency Trading, c'est des programmes donc automatisés qui passent des ordres de bourse à des fréquences totalement délirantes, c'est-à-dire qui vont passer 100, voire 1000 ordres de bourse à la seconde. Heu, on en a beaucoup entendu parler, on s'est insurgé, on a dit: «Ça va tuer la bourse, ça va tuer les petits porteurs», tout simplement parce que, voilà, c'est des technologies qui ne sont pas à la portée de tout le monde et qui sont pas, à la portée, des petits investisseurs et même, du côté des gros investisseurs. C'est uniquement à la portée de ceux qui ont vraiment les moyens de, créer des programmes qui sont toujours plus rapides et toujours plus rapides que ceux des autres, parce que c'est uniquement à cette condition que, on peut gagner de l'argent avec ces programmes de trading à haute fréquence. Alors la question du jour c'est, le HFT, va-t-il tuer les petits porteurs? Moi j'entends souvent dire ça, que ce soit à la télé ou dans des articles et cetera et souvent par des gens qui savent pas trop de quoi ils parlent, qui savent pas trop comment ça fonctionne et surtout qui regardent pas un petit peu, l'histoire de la bourse et l'histoire des graphiques et du trading. Alors pour illustrer un petit peu ça, ce que je vais vous démontrer, c'est que le high frequency trading, moi je trouve pas que c'est, une bonne chose, hein, clairement, mais il faut savoir relativiser et un petit peu se rendre compte que c'est pas si dangereux que ça finalement et que, la bourse s'autorégule et que on va dire les choses qui pourraient tuer le marché, finissent par se tuer, d'elles-mêmes ou sont régulées quand ça devient vraiment trop dangereux. Alors pour preuve de ce que j'avance et pour un petit peu vous dire que, bon aujourd'hui on peut toujours gagner de l'argent, malgré le high frequency trading et même en n'ayant pas de programme, automatisé ou de programme à haute fréquence et ben, je voudrais un petit peu voilà vous mettre en contexte les choses et vous montrer alors voilà je passe là je suis sur ProRealTime, et vous montrer le graphique donc du S&P 500 et vous montrer donc là ce que j'ai mis dans un cercle, c'est, le flash crash du 6 mai 2010. Alors bon, on en a beaucoup entendu parler, surtout dans les grands médias. Le flash crash, c'est la faute au high frequency trading. Les bourses sont devenues complètement folles à cause de ces ordinateurs et cetera. Ça devient n'importe quoi. Alors, ce qu'on peut constater, ce jour-là, c'est assez parlant, c'est que donc on a eu sur le S&P, une chute, maximum, dans cette journée, de, quasiment 10 de la valeur du S&P et puis, qui a été comblée, de moitié le jour même et qui est revenu à son niveau initial 2 jours plus tard. Donc effectivement, hein, c'est très impressionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent à ce moment-là et si, ça a jamais été avéré à 100 que c'était la faute du high frequency trading, mais bon, on peut considérer que c'est le cas, et en déduire un petit peu rapidement et facilement que le high frequency trading, voilà, c'est le mal absolu et ça fait rendre les cours de bourse complètement fous. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, on va revenir un petit peu en arrière parce que c'est toujours bien de regarder l'histoire de la bourse et l'histoire du trading. Et on va remonter un petit peu en arrière jusqu'en 1998. En 1998, il n'y avait pas de high frequency trading, il n'y avait pas de trading, même, il n'y avait même pas de trading algorithmique ou alors dans des proportions qui étaient vraiment, ça représentait peut-être 1%, 1% des ordres passés en bourse, alors qu'aujourd'hui ça représente 70% des ordres passés en bourse. Eh ben, prenons la journée du 31 août 98. C'était pas un jour de crise, il n'y a pas eu de crash particulier, il n'y a pas eu, spécialement de grosses problématiques ce jour-là et malgré ça, on peut constater ce jour-là, une chute qui part voilà sur le S&P qui part de presque 104 pour descendre dans la même journée à 95. Donc de 104 à 95, vous pouvez faire le calcul, ça représente une chute de 9% de la valeur en une seule journée, donc c'est-à-dire quasiment autant que la chute des 10% du flash crash de 2010. Donc vous voyez que en fait, des chutes brutales et des hausses brutales, il y en a toujours eu sur le marché, hein.
Il y en a toujours eu, vous voyez, là, il y en a une autre juste après qui est aussi très importante. Voilà, c'est pas toujours dû à des crises, c'est pas toujours dû au high frequency trading, hein, ça n'existait pas à cette époque. Donc voilà. Alors, faut savoir remettre un petit peu les choses en contexte. Finalement, des mouvements très violents, il y en a toujours eu sur les marchés, hein. Même à une époque où il n'y avait pas de high frequency trading. Donc voilà, là, certes, il y a eu un flash crash cette journée-là, mais il n'y en a pas re-eu depuis sur le S&P, hein. Il n'y en a pas re-eu alors que on aurait pu s'attendre à ce que entre 2010 et 2013, les choses empirent encore plus et ce genre de phénomène se reproduisent de plus en plus souvent et ça n'a pas du tout été le cas parce que le marché s'est rendu compte que c'était néfaste pour lui-même ce genre de choses et donc les acteurs ont corrigé dans leur stratégie un petit peu leurs règles d'entrée et de sortie pour éviter de se refaire plumer et de recréer des situations comme ça. Donc il faut avoir un petit peu confiance dans l'autorégulation du marché. Une autre chose intéressante qu'on peut noter par rapport à ça, c'est d'observer la volatilité. Donc là, j'observe la volatilité avec l'écart type à 20 périodes. Donc voilà, c'est très bien pour regarder un petit peu comment, euh, comment évolue la volatilité dans le temps. Et ce qu'on peut observer, vous voyez, entre la période de 98 à aujourd'hui, c'est que la volatilité, elle n'a pas spécialement augmenté. Et ce qu'on entend souvent dire, c'est que justement, high frequency trading a tendance à augmenter la volatilité et à créer des mouvements qui sont de plus en plus violents et importants et incontrôlables. Donc ça, c'est quelque chose ce risque-là, on le retrouve bien dans la mesure de la volatilité. Ce qu'on peut observer, c'est que là, on a un petit peu une hausse de la volatilité qui est due donc à la bulle de l'an 2000 hein, sur les valeurs technologiques. Ensuite, ça s'était recalmé. Ensuite, ça a réaugmenté suite à la crise de 2008. Mais bon, c'est pas forcément spécialement lié au high frequency trading. C'est surtout lié à la crise. Certes, le high frequency trading a dû amplifier ce phénomène, hein. Mais bon, ce qu'on peut observer, c'est que par la suite, il n'y a pas eu spécialement d'augmentation, ça s'est revenu à la normale. Il y a eu de nouveau un petit pic ici. Mais là, ce qu'on peut observer, c'est que depuis 2 ans, la volatilité sur le S&P, elle est au même niveau que 15 ans auparavant. À une époque où il y avait presque pas de trading algorithmique et absolument pas de HFT, hein. Donc voilà. Et ce qu'on peut regarder aussi, alors j'avais noté un deuxième graphique intéressant, toujours sur le S&P, tout simplement parce que j'ai pris le S&P parce que c'est hyper représentatif, hein. Ça représente quasiment tout le marché des actions US, donc c'est vraiment intéressant. Donc toujours sur le S&P, mais là je me suis mis sur un graphique en période de 5 minutes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le maximum d'unités que pouvait me donner donc Real Time. Et on regarde toujours pareil la volatilité avec l'écart type, comment ça a évolué depuis mi-2008. Donc c'est-à-dire depuis quasiment 5 ans. Donc, ce qu'on aurait pu imaginer, c'est qu'en 5 ans, le high frequency trading, avec les évolutions technologiques et informatiques, n'aurait fait qu'impacter de plus en plus fortement la volatilité sur les prix. Et ce qu'on observe, c'est que c'est pas du tout le cas. Vous voyez, par exemple, là, sur la dernière année, on a une volatilité qui n'est pas plus haute que 5 ans auparavant. Voire même plus faible parce que bon voilà c'était dû à la crise de 2008, mais si on prend la période qui suit, ça correspond voilà à un niveau qui est à peu près au même niveau que 4 ans plus tard. Donc voilà, hein, il faut savoir relativiser les choses. Le frequency trading, il n'y a pas spécialement tant que ça finalement impacté la volatilité et impacté les crashs sur la fréquence des crashs brutaux. Dernière chose que je peux vous dire, c'est que j'ai fait un petit peu des recherches et j'ai regardé quelles étaient les actions, surtout américaines, qui étaient le plus sujettes au high frequency trading. Alors je suis tombé là-dessus. Donc ça correspond à la période 2008-2010 et j'ai regardé quelles étaient donc les actions que
les sociétés d'investissement qui font du HFT sur lesquelles c'était le plus concentré. Et donc celle qui a été le plus, entre guillemets, la cible du HFT, c'est Citigroup. Et ce que j'ai fait, bon, bah, c'est que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur Citigroup sur cette période et ensuite. Donc voilà, là on est sur Citigroup, on est en graphique journalier. Et toujours pareil, bon, bah, là on a la mesure de la volatilité. Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une augmentation de la volatilité à une période où le HFT n'existait pas, hein, qui est très très importante et qui correspond vraiment à la période où l'action Citigroup a été la plus malmenée, on va dire, ou sur lequel il y a eu le plus de volume. Et ensuite, ça s'est recalmé. Ensuite, c'est reparti à la hausse pendant la crise de 2007 à 2009. Et depuis, bah, ce qu'on observe, c'est que bah, la volatilité, depuis 2009, donc depuis 4 ans, ben, elle est extrêmement faible et tout à fait stable. Donc finalement, certes, le HFT a dû amplifier donc la chute des marchés pendant la crise de 2008, mais depuis, finalement, le marché s'est un petit peu autorégulé et les choses n'ont pas empiré de plus en plus comme on aurait pu le penser. Si on regarde un petit peu plus près, donc en journalier Citigroup sur la dernière année à peu près ici, voilà, bah, ce qu'on peut observer, c'est qu'elle évolue d'une manière tout à fait saine et logique. C'est-à-dire que là, ce type de graphique, on peut tout à fait faire des analyses graphiques dessus. On peut appliquer une moyenne mobile, on trouvera des signaux d'entrée intéressants. On peut tracer des droites, ça créera des signaux intéressants. Voilà, ça évolue par tendance. Là, on peut voir un épaule tête épaule. Ici, on peut voir un double bottom. Ici, un double bottom encore plus clair. Donc finalement, vous voyez, c'est un graphique qui est très lisible et le high frequency trading n'a pas spécialement impacté cette action sur les 2 ou 3 dernières années. Et en tant que particulier, bah, vous pouvez toujours faire des analyses graphiques très simples dessus et gagner de l'argent. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà ce que je voulais dire donc par rapport à ça. Donc méfiez-vous un petit peu des articles incendiaires qu'on peut lire écrits par des journalistes qui sont pas forcément des traders et pas forcément des professionnels de marché, qui disent que à cause du HFT, bah, c'est la fin du monde et on va tous mourir. Certes, le HFT, bah, moralement, je trouve pas ça du tout bien, clairement. Mais pour autant, ça ne tue pas le marché boursier et on peut toujours continuer en tant que petit porteur à se positionner et gagner de l'argent. Premièrement et deuxièmement, il y a certes une désaffection des petits investisseurs depuis quelques années. C'est dû certainement au HFT, c'est dû aussi aux crises successives. Mais sachez que les régulateurs, ça envoie un signal fort aux régulateurs, hein. Ça envoie un signal fort aux autorités des marchés financiers. Et justement, à cause de cette désaffection un petit peu des petits investisseurs, et ben justement, ça va faire bouger les choses et des lois sont en train d'être à l'étude pour un petit peu empêcher le trading à haute fréquence, ou du moins, si ce n'est pas forcément le rendre totalement illégal, au moins trouver comment dire, des règles, c'est-à-dire en le taxant ou en imposant une fréquence d'ordre maximum. Donc tout ça, c'est un petit peu des lois qui sont à l'étude pour réguler ça et éviter que le high frequency trading ne tue complètement la bourse, non pas dans le sens où les cours ne sont plus lisibles à cause du HFT, parce qu'on voit bien que c'est pas le cas, mais par rapport au fait que, comme voilà, les journalistes arrêtent pas de dire que on peut plus investir en bourse, notamment à cause du HFT, et ben que ça crée une crise de la confiance et que tout le monde déserte un petit peu les marchés boursiers. Donc pour éviter ça, justement, ben, les régulateurs sont en train de travailler sur des lois. Vous pouvez un petit peu vous renseigner sur la question. Vous verrez que c'est dans les tuyaux. Donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça. Dernière chose, je vais rajouter toujours, bah, je vais vous faire une petite fiche résumée un petit peu de la vidéo et de ce que je viens de dire. Et je vais rajouter donc dans la fiche résumée qui sera disponible en téléchargement gratuitement, donc juste sous la vidéo. Je vais rajouter comme toujours un petit secret en plus de trader qui vous permettra de savoir comment
vous pouvez échapper un petit peu à toutes ces problématiques de HFT parce que même si bon, l'impact n'est pas si important que ça, il y a certaines actions où vous pouvez vous faire piéger. Et je vais vous expliquer avec une petite règle vraiment toute bête, comment éviter, vous en tant que petit porteur, d'être négativement, impacté par le HFT. Voilà, et bah, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, ça fait déjà 15 minutes, mine de rien, ça passe vite. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une, prochaine vidéo. Hésitez pas à télécharger la fiche résumé PDF avec le petit secret en plus. Je vous souhaite une bonne journée. D'ici là, ben, bon trade et bon vent. Salut!